Dans notre société française, marquée par des décennies de crise économique, de chômage élevé et d'actualité instable, la prudence s'est imposée comme une valeur. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée forte mieux vaut ne rien perdre que d'oser un peu. Ce réflexe protéger avant de construire est légitime. Pourtant, paradoxalement, il peut devenir un frein plus coûteux que le risque lui-même. Quand on parle des investissements, on entend souvent bourse, actions, risques. Or, pour de nombreux Français, l'image dominante reste celle du casino, on peut tout perdre. Résultat, l'inaction l'emporte sur l'action. Selon une étude récente, 44% des Français identifient l'aversion au risque comme leur biais principal. Idée l'investisseur. Frère, le problème, l'inaction a un coût. Chaque année, l'inflation érode notre pouvoir d'achat, l'argent immobile dans un livret peu rémunéré perd en valeur réelle. En ne s'exposant jamais même modérément, on renonce au potentiel de gain. La peur devient alors une sorte de risque caché et l'empêche l'ouverture, freine la diversification, bride l'apprentissage. Origine du réflexe français. Pourquoi ce réflexe? Plusieurs facteurs. L'histoire économique, choc pétrolier, instabilité des années de 1980 à 90, une culture de l'épargne façon sous le matelas et un système où l'épargne réglementée livret A, LDD, reste valorisée. Tout cela nourrit un sentiment que l'argent doit dormir, ne pas bouger. Autre dimension, le manque de familiarité avec l'investissement. L'étude montre que seuls 15% des Français connaissent réellement l'ETF. Idée l'investisseur. Frère, ainsi, l'écart entre je comprends et je tente reste important. Le coût de l'immobilisme. Imaginons un Français, il place 1000 € aujourd'hui sur un livret rémunéré 1%. Dans 10 ans, il aura environ 1104 €. Mais si l'inflation moyenne est de 2%, son pouvoir d'achat aura en réalité diminué. En parallèle, s'il avait investi 1000 € dans un panier diversifié d'actions via un ETF avec un rendement moyen net de 5% hypothétique, sans garantie, il pourrait avoir près de 1629 € au bout de 10 ans. Oui, il y a une chance de baisse à court terme. Mais sur le long terme, l'inaction coûte souvent plus que le mouvement. Ce n'est pas vous le problème, c'est la méthode. Le risque réel, c'est de rester immobile quand on répète sans cesse « je ne prends pas de risque », on évite les baisses, certes, mais on rate aussi les perspectives de croissance. Comme le dit un principe souvent cité, investir, c'est apprendre à patienter intelligemment. Accepter un peu d'incertitude, c'est aussi accepter de construire patiemment. La peur, si elle paralyse, devient un frein à long terme. Mieux vaut dire « je comprends ce que je fais » plutôt que « je n'ose rien ». Erreur à éviter. Ne pas confondre prudence et paralysie. Être prudent, c'est définir une stratégie adaptée à son profil. Être paralysé, c'est éviter tout mouvement et subir l'incertitude sans agir. Éviter aussi l'excès inverse, croire que prise de risque grand saut. Il ne s'agit pas de tout miser, mais d'agir avec cohérence. Plan d'action clair. Prenez 5 minutes pour repenser votre relation au risque. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Rappelez-vous qu'il existe différents niveaux de risque, de la trésorerie, aux obligations, aux actions. On peut commencer progressivement. Fixez-vous une ambition modérée, par exemple, consacrer 100 € par mois à un investissement diversifié, après avoir constitué un fonds d'urgence. Et surtout, acceptez que l'investissement est un chemin, pas un sprint. Chaque euro conscient est une victoire sur la peur. Vous n'êtes pas seul dans cette hésitation. Comprendre d'où vient ce réflexe de protection historique, culturelle, psychologique, c'est déjà retrouver de la liberté. Le vrai risque, ce n'est pas de perdre un peu, mais de ne jamais oser planter la graine. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Vous avancez pas à pas. Avant d'investir un seul euro, il faut d'abord investir dans la connaissance de soi. Beaucoup de Français disent « je n'ai pas le profil pour investir ». En réalité, tout le monde a un profil mais peu savent lequel. Ce qui manque souvent, ce n'est pas le courage, c'est la clarté. Nous avons tendance à juger le risque avec nos émotions, pas avec notre raison. Pourtant, comprendre sa tolérance au risque, c'est comme connaître sa température intérieure, cela permet d'agir sans panique, de choisir les bons outils et surtout, de rester cohérent dans le temps. La tolérance au risque, c'est votre capacité à supporter les variations de vos investissements sans perdre le sommeil. Certains dorment paisiblement même si leur portefeuille baisse de 10%. D'autres, à moins 2%, ressentent déjà une angoisse profonde. Aucun des deux n'a tort, ils ont simplement des profils différents. Le danger, c'est d'agir comme si on appartenait à une catégorie qui n'est pas la sienne. Un investisseur prudent qui copie un profil dynamique risque de tout vendre au premier choc de marché. Un profil audacieux, à l'inverse, s'ennuie s'il reste trop liquide. Mini-test d'auto-évaluation oralement guidé. Fermez les yeux et imaginez, vous avez placé 1000 € sur un support d'investissement. 3 mois plus tard, votre solde est à 950 €. Que ressentez-vous? Option A, panique. Je veux tout retirer. Option B, je suis déçu, mais j'attends de voir.
Option C, rien d'alarmant, je sais que ça fait partie du jeu. Si vous avez répondu A, votre profil est sécuritaire. Réponse B, équilibré. Réponse C, dynamique. Ce petit test n'est pas scientifique, mais il ouvre un dialogue honnête avec soi-même. Les 3 grands profils insécuritaires recherchent la stabilité avant tout. Ils préfèrent les placements garantis livrets à fonds euros, obligations court terme. Sa priorité, ne pas perdre de capital. 2 équilibrés acceptent une part de variation pour obtenir un peu plus de rendement. Typiquement, un mélange de 60% de placements prudents et 40% d'actifs dynamiques comme les ETF actions. 3 dynamiques recherchent la performance à long terme, acceptent les fluctuations court terme. Il investit souvent 70% à 100% en actions via un PEA ou un CTO. Aucun profil n'est meilleur. L'important, c'est de savoir lequel est le vôtre et de rester fidèle à votre nature. Différence entre peur irrationnelle et prudence saine. La peur irrationnelle, c'est celle qui vous fait renoncer avant même d'avoir compris. La prudence saine, c'est celle qui vous pousse à apprendre avant d'agir. Par exemple, avoir un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses avant d'investir, c'est de la prudence. Refuser tout investissement parce que tout peut s'effondrer, c'est de la peur irrationnelle. Se connaître, c'est apprendre à transformer sa peur en paramètre, pas en obstacle. Exemple chiffré réaliste. Imaginons 2 personnes. Claire, profil sécuritaire, investit 200 € par mois dans un fonds euro à 2%. En 10 ans, elle obtient environ 6 000 €. Karim, profil équilibré, répartit 200 € entre un fonds euro et un ETF monde, rendement moyen net 5%. En 10 ans, il atteint environ 31 000 €. La différence, 5 000 €, mais aussi un niveau de confort psychologique adapté à chacun. Le bon choix n'est pas le plus rentable, c'est celui que vous pouvez tenir dans le temps sans stress. Erreur à éviter: se comparer aux autres. Votre voisin n'a pas votre histoire, ni vos peurs. Changer de stratégie à chaque actualité économique. Croire que tolérer le risque veut dire aimer le danger. Non, cela veut dire le comprendre et l'intégrer. Plan d'action clair. Prenez 10 minutes pour noter votre ressenti face à la perte ou au gain. 2. Identifiez vos 3 motivations: sécurité, liberté, rendement. 3. Choisissez vos supports selon votre profil: sécuritaire, fonds euros, obligations, livrets. Équilibré, ETF diversifié via PEA ou assurance vie. Dynamique, portefeuille d'actions à long terme, stratégie DCA. 4. Refaites ce test chaque année. Nos profils évoluent avec nos revenus, notre âge, notre expérience. Mesurer sa tolérance au risque, c'est reprendre le contrôle. Quand on sait ce qu'on supporte, on cesse de subir les marchés et on commence à les comprendre. L'investissement devient alors un miroir. Il ne révèle pas notre fortune, mais notre discipline. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Vous avancez pas à pas. En France, on parle d'amour, de politique, parfois même de santé, mais rarement d'argent. L'argent, chez nous, n'est pas un simple sujet économique, c'est un symbole. Il évoque la réussite, la peur, la morale, le jugement. Depuis des générations, on nous enseigne à vivre modestement, à ne pas faire d'histoire. Résultat, nous avons développé une relation complexe à l'argent, à la fois désiré et craint. Ce silence collectif crée une tension. On veut bien gérer, mais on n'ose pas en parler. Et quand le sujet devient tabou, il se remplit de fantasmes, de culpabilité et d'erreurs. Cette pudeur financière a des racines historiques et culturelles. Pendant longtemps, la richesse était associée à la domination ou à l'injustice sociale. Après les guerres et les crises, la stabilité a été valorisée bien plus que la croissance. L'argent visible suscitait la méfiance. S'il réussit, c'est qu'il a profité du système. Contrairement aux cultures anglo-saxonnes, où parler d'argent est un signe d'éducation financière, en France, cela reste perçu comme indécent. Résultat, beaucoup de Français n'ont jamais parlé d'investissement avec leurs parents. Ils apprennent seuls, souvent sur Internet, parfois mal, souvent tard. Les émotions derrière le silence. 3 émotions dominent. 1. La honte, celle d'avoir trop ou pas assez. Je gagne bien ma vie, mais j'ai peur d'en parler. Je peine à finir le mois, je ne veux pas que ça se sache. Dans les 2 cas, l'argent devient un marqueur de jugement. 2. La culpabilité, si je veux devenir libre financièrement, est-ce que je deviens égoïste? Cette confusion morale empêche d'agir rationnellement. 3. La peur, peur de se tromper, peur de perdre, peur d'être jugé. Ces émotions ne sont pas un défaut, elles sont le résultat d'une éducation collective basée sur la discrétion et la sécurité. Exemple concret: imaginez, un parent conseille à son enfant: ne parle jamais d'argent, ça attire les ennuis. Derrière cette phrase, il y a une intention protectrice. Mais à force de protéger, on empêche aussi de comprendre. Résultat: des adultes qui savent épargner, mais pas investir. Couple qui évite le sujet, jusqu'à ce que la tension financière devienne émotionnelle. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque d'éducation émotionnelle autour de l'argent. Vers une réconciliation financière: réconcilier l'argent et la sérénité, c'est possible.
Cela commence par des gestes simples, nommer les choses. Dire je veux comprendre où va mon argent n'est pas une faute. Partager ses questions. Parler d'investissement ou d'épargne entre amis, sans honte, c'est déjà briser un tabou. Remplacer la comparaison par la curiosité. Ne pas envier, mais apprendre. Parce que l'argent n'est pas une fin morale, c'est un outil. Et un outil se manie mieux quand on le regarde en face. Comparaison culturelle rapide aux États-Unis. Les enfants apprennent dès l'école à gérer un budget fictif. En Allemagne, les familles discutent souvent ouvertement de placement. En France, ces conversations sont encore perçues comme gênantes. Pourtant, cette ouverture est une clé, plus la culture financière est partagée, moins elle est source de stress. L'argent n'a pas besoin de devenir un sujet de vanité, mais il mérite de redevenir un sujet de connaissance. Erreur à éviter: confondre discrétion et secret, être réservé n'est pas se taire. Croire que s'intéresser à l'argent rend matérialiste, c'est au contraire une preuve de responsabilité. Penser que parler d'argent, c'est parler de richesse, c'est surtout parler de liberté et de choix. Plan d'action clair: parler de vos finances avec une personne de confiance, conjoint, ami, collègue. 2. Lisez un livre ou suivez une chaîne YouTube d'éducation financière pour normaliser le sujet. 3. Notez vos émotions face à l'argent: peur, culpabilité, fierté. Les identifier, c'est déjà les apprivoiser. 4. Rappelez-vous, parler d'argent n'est pas un signe d'avidité, mais d'équilibre. Briser le silence autour de l'argent, ce n'est pas choquer la société, c'est guérir une peur ancienne. Chaque fois que vous osez comprendre, partager ou apprendre, vous reprenez le contrôle. L'argent n'est ni sale, ni honteux, il est neutre. Ce que nous en faisons, c'est cela qui lui donne du sens. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Vous avancez pas à pas. Et si le secret n'était pas de tout comprendre avant de commencer, mais de commencer pour comprendre? Beaucoup de Français voient l'investissement comme une montagne. Ils se disent: je n'ai pas assez d'argent, je ne comprends rien à la bourse, ou c'est trop risqué pour moi. En réalité, la peur vient souvent d'un faux départ: vouloir courir avant d'apprendre à marcher. La clé, c'est de commencer petit, mais commencer vraiment. Investir sans stress, c'est avant tout construire une méthode, celle des petits pas. La méthode des petits pas repose sur 3 principes. 1. Progressivité, on n'entre pas sur les marchés du jour au lendemain. 2. Régularité, on investit un peu chaque mois, sans se soucier du bon moment. 3. Automatisation, on se protège des émotions en planifiant ses versements. C'est une approche inspirée du DCA Dollar Cost Average, ou investissement programmé. Au lieu d'attendre le moment parfait, vous investissez la même somme, à la même date, quelle que soit la situation du marché. Par exemple, 100 € le 5 de chaque mois sur un ETF monde via un PEA ou une assurance vie. Certains mois, vous achetez plus cher, d'autres moins cher. À long terme, le prix moyen se lisse et le stress disparaît. Exemple concret: imaginons 2 personnes, Julie attend le bon moment. Elle garde 1 000 € sur son compte, puis hésite encore quand les marchés montent. Résultat, son argent dort. Thomas, lui, investit 100 € par mois. Au bout de 10 mois, il a placé la même somme, mais il a appris, il a observé les variations, compris le fonctionnement, gagné en confiance. L'expérience lui a rapporté plus qu'un rendement, de la sérénité. Comment se lancer sans pression? Établissez un fonds d'urgence, avant tout investissement, gardez l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses disponibles, livret A, LDDS. C'est votre filet de sécurité. 2. Choisissez un véhicule simple, le PEA, plan d'épargne en action pour les résidents fiscaux français, ou l'assurance vie pour une gestion souple. 3. Privilégiez la simplicité, commencez par un ETF Monde, qui regroupe des milliers d'entreprises dans un seul produit. 4. Automatisez vos versements, fixez un montant régulier, même modeste: 50 €, 100 €, 200 €. L'important, c'est la constance. 5. Observez sans paniquer, les marchés montent, descendent, puis remontent. Sur 20 ans, la bourse mondiale a toujours fini par progresser, malgré les crises. Exemple chiffré réaliste: prenons un scénario simple, vous investissez 100 € par mois dans un ETF Monde avec un rendement moyen hypothétique de 5% en non garanti. Après 10 ans, environ 15 500 €. Après 20 ans, près de 40 000 €. Après 30 ans, autour de 83 000 €. Le secret? Pas la somme, mais la régularité. Le temps devient votre allié. L'effet de capitalisation fait le reste. Psychologie de la patience: investir, ce n'est pas parier. C'est choisir la constance à la place de la perfection. L'erreur classique des débutants, c'est de vouloir comprendre tout avant d'agir: les taux, les cycles, les graphiques. Mais l'investissement, c'est un apprentissage vivant, on apprend en observant son propre comportement. Commencez petit, observez vos réactions, ajustez. C'est cette expérience qui forge la confiance, pas la théorie. Erreur à éviter: se précipiter sur des promesses de rendement garanti, cela n'existe pas. Mettre tout sur un seul actif, la diversification est votre meilleur bouclier. Vérifiez son compte chaque jour, le marché vit, respire, fluctue. Acceptez-le.
Négligez le long terme, la performance se construit en années, pas en semaines. Plan d'action clair: fixez une date symbolique, le jour où vous démarrez votre premier versement. 2. Choisissez une somme qui ne génère aucun stress. 3. Automatisez et observez pendant 3 mois sans rien changer. 4. Après 6 mois, évaluez comment vous sentez-vous. Serein, curieux, confiant. 5. Continuez, ajustez, mais ne stoppez pas le mouvement. Investir sans stress, c'est accepter que le progrès remplace la perfection. Chaque petit versement est un acte de discipline et de confiance en vous-même. Ne cherchez pas à battre le marché, cherchez à bâtir votre méthode. Souvenez-vous, même 50 € investis consciemment valent mieux que 5000 € qui dorment sans but. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Vous avancez pas à pas. Planter un arbre, c'est croire au temps. Investir, c'est exactement la même chose. Dans un monde où tout doit aller vite, information, carrière, consommation, la patience semble démodée. Pourtant, c'est elle qui construit les choses durables. Investir n'est pas un sprint, c'est un jardinage. On plante, on arrose, on attend. Et c'est ce temps, souvent invisible, qui crée la valeur. Mais notre culture financière française, marquée par la prudence et l'attente du bon moment, confond parfois patience et immobilisme. La vraie patience, c'est celle qui agit doucement, mais sûrement. L'investissement, comme un arbre, a 3 étapes essentielles. 1. La plantation, le moment du premier pas. Même si la terre semble sèche, il faut oser creuser. 2. L'entretien, verser un peu d'eau chaque mois, l'équivalent de votre épargne régulière. 3. La croissance, invisible au début, puis évidente avec le temps. Le piège, c'est de vouloir observer la plante chaque jour et s'inquiéter dès qu'une feuille jaunit. C'est exactement ce que beaucoup d'investisseurs font: ils regardent leur performance quotidienne, s'inquiètent à chaque baisse et finissent par arracher l'arbre avant qu'il ait le temps de pousser. Pourtant, dans l'histoire des marchés, le long terme récompense toujours la patience disciplinée. Exemple concret, prenons 2 scénarios. Elodie investit 100 € par mois dans un ETF Monde pendant 20 ans, avec un rendement moyen net de 5%. À la fin, elle obtient environ 40 000 €. Luc, lui, investit la même somme, mais arrête après 5 ans parce qu'une crise lui fait peur. Il retire tout, puis recommence plus tard. Résultat, il obtient à peine 20 000 €. La différence n'est pas dans l'argent investi, mais dans le temps passé investi. Le marché récompense la constance bien plus que le talent. Comparaison culturelle: la patience ailleurs. En Allemagne, l'investissement à long terme est ancré dans la culture. Beaucoup d'épargnants placent sur des plans de 15 ou 20 ans sans stress. Aux États-Unis, les parents ouvrent souvent un compte-titre pour leurs enfants dès la naissance. En France, on préfère encore attendre de tout comprendre avant d'agir. Mais la compréhension vient en marchant. La différence, ce n'est pas l'intelligence, c'est le rapport au temps. Dans les pays où l'investissement est normalisé, on apprend que la croissance est lente, mais sûre. L'arbre ne pousse pas plus vite parce qu'on le regarde plus souvent. La métaphore de la graine: imaginez que vous plantez une graine aujourd'hui. Pendant des mois, rien ne semble se passer. Mais sous la terre, des racines se forment, solides, invisibles. C'est ce qui se passe quand vous commencez à investir. Les premiers résultats ne se voient pas encore, mais votre discipline se structure. Chaque versement régulier, chaque décision réfléchie devient une racine de stabilité. Un jour, sans même vous en rendre compte, l'arbre est là, il protège, il nourrit, il inspire. Les erreurs à éviter: vouloir des résultats immédiats, le temps est une composante du rendement. Comparer son arbre à celui du voisin, chacun pousse à son rythme, selon le climat et le sol. Couper sa croissance à la moindre tempête, les marchés ont toujours des saisons. Négliger l'arrosage régulier, le DCA, la discipline mensuelle, c'est l'eau de l'arbre financier. Plan d'action clair implanté: ouvrez votre compte PEA, assurance vie ou plan d'investissement simple. Commencez, même avec 50 €. 2. Entretenir, programmez vos versements automatiques. 3. Observer sans juger, accepter les fluctuations comme des saisons naturelles. 4. Apprendre, continuez à vous éduquer, à lire, à comprendre les fondamentaux. 5. Transmettre, expliquer à vos enfants ou proches cette logique du temps. L'éducation financière est une graine collective.